Réinfo France 1, l'info qui respire, le podcast qui inspire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur les routes d'ici ou d'ailleurs, aujourd'hui je reçois Martine Duberger. Martine est décoratrice d'intérieur, spécialisée dans le feng shui. Depuis plusieurs années, elle pratique l'art d'harmoniser les énergies des lieux. De l'Occident à l'Orient, en passant par l'Afrique, elle ira là où son cœur la guide. Voyageuse dans l'âme, avec une sensibilité particulière à la beauté et à l'emplacement des choses, elle se ressource dans la nature et s'émerveille face à l'océan. Depuis 2020, elle habite dans un petit village des Landes, à quelques minutes de la plage de Conty. Martine est née au Maroc, pays qu'elle quittera avec toute sa famille en 1962 pour la France, et précisément Bordeaux. Durant ses années professionnelles, elle travaillera en tant que responsable dans les ressources humaines en entreprise, puis consultante coach dans un cabinet de haut placement. 1992 sera l'année où elle s'éveillera à la spiritualité. Elle empruntera cette voie qui la conduira à la femme qu'elle est aujourd'hui. En 2000, la passion pour la décoration d'intérieur et pour la philosophie du feng shui se révélera à elle. De 2000 à 2010, elle s'épanouira dans cette activité semi-professionnelle parallèlement à son travail. Des projets de décoration et de transformation de lieux lui seront confiés. Progressivement, elle sera reconnue en tant que décoratrice d'espaces de vie et praticienne feng shui. En 2010, elle décide de changer de vie et de vivre de sa passion. Elle réalise un de ses rêves, celui d'habiter 6 mois par an à Marrakech et aux Cyclades. Elle vivra ainsi pendant 5 ans jusqu'en 2020. Cette même année, elle vendra son appartement en région parisienne pour vivre proche de la nature et de la mer. Sa devise est « croire en ses rêves et les réaliser ». Aujourd'hui, magicienne des temps modernes, c'est en Aquitaine qu'elle développe son activité de décoratrice d'intérieur et de praticienne feng shui. Bonjour Martine. Bonjour Sophie. D'où vous vient votre passion pour la décoration d'intérieur? Eh bien, cette passion vient de ma mère, je dirais. C'est un petit peu une longue histoire. J'ai eu la chance de vivre dans des appartements et dans des intérieurs où la décoration était présente, en tout cas, où il y avait un vrai intérêt pour le beau et puis pour la décoration dans nos lieux de vie. J'ai toujours vu des magazines de déco sur les tables du salon à la maison. À l'adolescence, j'ai commencé à m'y intéresser, à les feuilleter. Mon père avait dessiné les meubles, je me rappelle, que l'on avait dans le séjour. Voilà, il y a toujours eu cet attrait-là. Et moi, j'aimais toujours les belles choses quand j'étais enfant, que ce soit des vêtements, du mobilier, des accessoires, de la vaisselle. Voilà, j'étais toujours attirée par ce que j'estimais, avec mon œil d'enfant et d'adolescente, comme étant beau. Voilà, et puis après, ça a continué. Jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à maintenant. Comment êtes-vous arrivée à la pratique du feng shui? La philosophie du feng shui, c'est un j'étais pas du tout destinée à être attirée, c'était un clin d'œil de l'univers, je dirais. À une époque, j'ai eu l'intention d'acheter un appartement et je me souviens que lors d'une de mes visites, l'agent immobilier me vantait en tout cas le potentiel d'un appartement qui certes était spacieux, mais il y avait tout à refaire à l'intérieur. Et l'agent immobilier me disait, vous voyez, vous refaites les travaux dans telle pièce, et puis vous refaites le sol, etc. Vous voyez le potentiel que vous pouvez tirer de cet appartement. Et moi, ça me paniquait de devoir faire des travaux. Donc, j'ai résisté, j'ai vraiment freiné en lui disant, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Et il était désolé d'ailleurs, et il me disait, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans cet appartement. Et j'ai continué mes visites et bien évidemment, j'ai acheté un appartement où il n'y avait rien à faire. Je fais ma crémaillère et un mois après ma crémaillère, mon appartement brûle complètement. Ça a duré plusieurs mois avant
que l'on sorte de cette aventure qui a été une très 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 belle expérience et qui a changé ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec le chèque de l'assurance dans la main. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Des travaux. Donc il a fallu trouver un chef de chantier, il a fallu trouver des artisans, il a fallu s'occuper de choisir les matériaux, l'emplacement des prises, enfin voilà, tout ce que l'on fait quand on rénove un appartement. Et donc ce que je ne voulais pas faire quelques mois avant, l'univers m'a dit, oui, mais en fin de compte, c'est ça que tu dois faire dans ta vie. Donc je n'avais rien écouté quelques mois avant parce que j'étais vraiment dans mes peurs et dans mes résistances. Et j'ai dû y aller parce que j'avais pas le choix. C'était la meilleure expérience de ma vie. Je me suis éclatée à faire toute cette phase de travaux qui a duré plusieurs mois. Bon, j'étais extrêmement bien épaulée par ce chef de chantier qui m'a bien secondée. Et alors, tout le choix des matériaux, du textile, de la décoration, les peintures, le mobilier, parce que bien évidemment, il a fallu tout renouveler. Ça a été une expérience très, très enrichissante pour moi. Et au cours de mes recherches, je suis tombée sur un livre de Feng Shui. J'étais déjà dans une philosophie, moi, bouddhiste. J'ai tout de suite plongé dans le livre, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai trouvé une formation de fil en aiguille. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. C'est ce que j'ai fait après. Tu fais décoratrice Feng Shui. C'est incroyable cet événement lié au choix de l'appartement. Oui, c'est un tournant de ma vie. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle vie a commencé pour vous. Une nouvelle vie liée à votre passion. Oui, exactement. Donc j'ai commencé à faire des consultations Feng Shui tout en travaillant pour m'exercer, bien évidemment. Et quelques années après, j'ai décidé de quitter mon job et de me consacrer entièrement à la décoration et au Feng Shui, ce que je fais jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est une formation qui est longue, intense, avec énormément de choses, énormément d'informations à retenir? Oui, c'est beaucoup de choses à emmagasiner, oui. C'est très intéressant, mais il faut enregistrer et apprendre beaucoup de techniques, oui. Qu'est-ce que le Feng Shui? Le Feng Shui, comme disent les Chinois, qui ne disent pas Feng Shui, mais qui disent Feng Shui. Le Feng Shui, c'est un art millénaire, qui a plus de 4000 ans. Et donc, pour les Chinois, c'est l'art d'habiter la terre avec bonheur. En fin de compte, Feng, ça veut dire eau, et Shui, ça veut dire vent. Donc, c'est le mariage de l'eau et du vent pour les vivants. Et au départ, le Feng Shui qui se transmet de maître à élève a été mis en place, en tout cas découvert pour choisir les lieux les plus favorables pour les sépultures. Parce qu'en Chine, la sépulture des morts, c'est quelque chose qui est très important dans leur culture. Et donc, au début, c'était pour trouver le meilleur endroit de la sépulture et après, pour la construction donc, d'un habitat. Donc, l'habitat, c'est plus la demeure des vivants. Et en fin de compte, cette configuration idéale avec l'environnement extérieur permet aux vivants d'avoir une bonne santé, d'avoir le bonheur dans leur vie, l'abondance financière, les enfants, le travail, etc. Donc on est sur une configuration très holistique de la vie où on aborde tous les pans de la vie. Quelque part, vous travaillez avec le monde invisible. Alors effectivement, on parle beaucoup d'énergie en Feng Shui, donc c'est effectivement le monde invisible, et puis après qui se matérialise effectivement dans le monde visible. Est-ce que c'est un métier qui demande une sensibilité particulière, voire un don particulier? Je dirais que c'est un métier qui demande une curiosité. Ça demande une sensibilité, effectivement, je dirais, à l'énergie d'un lieu quand même, puisqu'on va faire notre maximum pour qu'il y ait une bonne circulation énergétique dans l'habitat. Il faut aussi pouvoir ressentir les bonnes énergies ou les énergies basses d'un lieu. Mais je dirais quelqu'un qui a une très bonne intuition et qui est bien connecté à son corps, ça fait abordable, c'est facile. Quand vous travaillez sur un lieu en Feng Shui, vous entrez dans l'espace privé de la personne, voire dans son intimité aussi. Oui, complètement. Ouais, complètement. Est-ce que toutes les personnes sont conscientes de cela? La majorité sont conscients de ça. Quelqu'un qui m'appelle quand même pour faire une consultation Feng Shui, c'est quelqu'un qui est quand même ouvert, comme je disais tout à l'heure, à une autre vision de la vie. Donc elle est prête.
Voilà, donc elle sait que nous sommes énergie, elle sait que nous sommes entourés d'énergie, elle sait qu'on peut avoir voilà, des actions sur notre lieu de vie. D'autant plus qu'il y a quand même des longs échanges avec le client avant d'entamer, je dirais, la consultation. Quelles sont ses motivations? Pourquoi est-ce qu'il fait appel à moi? Quel a été le déclencheur pour cela? Donc effectivement, on rentre à l'intérieur. Les gens nous livrent aussi, je dirais, des choses qui sont très personnelles et on voit le reflet exact de ce que c'est que l'habitat de la personne. Et souvent, j'arrive dans des habitats qui sont extrêmement chargés, voire surchargés en termes de mobilier, d'objets, d'accessoires, de vêtements, de jouets pour les enfants. Enfin voilà, donc ça en dit long aussi sur la personnalité des personnes qui vivent dans cet habitat. On rentre vraiment dans leur vie privée avant de commencer toute consultation. Si l'habitat est très chargé matériellement parlant, hein, je dirais, je leur demande de désencombrer avant de commencer. Ouais. Il faut une bonne motivation pour accepter de faire tout ce changement. Il faut une bonne motivation aussi, effectivement. Hein. Parce que se séparer des objets, pour certaines personnes, c'est pas évident, c'est compliqué. Vous travaillez indirectement sur les émotions. Qu'est-ce qui motive les personnes qui font appel à vous? C'est une question de bien-être, je pense. Les personnes qui m'appellent sentent qu'il faut transformer l'intérieur. Alors, quand je dis il faut transformer l'intérieur, ce que les gens ne se rendent pas bien compte au départ, mais bien évidemment, ils se transforment intérieurement, eux aussi, à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de leur mental. Parce que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Vous transformez à l'extérieur, vous transformez à l'intérieur. Vous allégez à l'extérieur, vous allégez à l'intérieur. Vous videz votre sac à dos, comme je dis toujours, videz votre sac à dos. Posez-le, vous n'avez pas besoin de tout ça. Quels résultats concrets attendent de personnes quand elles font appel à vous? Elles attendent à mieux être. Elles attendent d'être plus en harmonie avec leur habitat. Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de rentrer chez elles. Hein. Il y en a qui ne se sentent pas bien dans leur maison. Il y en a qui, quand elles regardent autour d'elles, elles sont désespérées parce qu'elles savent qu'il faut qu'elles entreprennent ce vidage, entre guillemets, ou ce désencombrement et qu'elles n'ont pas vraiment ou envie ou elles n'ont pas l'énergie de le faire. Donc, elles veulent être bien dans leur maison. Puis après, on va travailler en fonction de certaines demandes plus précises. On va travailler sur des aspects particuliers de leur vie qui peuvent être j'ai envie de changer de travail, mes enfants dorment pas bien, voilà, je veux développer ma créativité parce que j'ai des projets artistiques par exemple. On travaille sur les 8 aspects du feng shui qui sont tous les aspects de la vie. C'est-à-dire? La santé, la famille, l'abondance financière, la notoriété, l'image de soi, ce que les gens pensent de vous, le couple, les enfants, le travail, la créativité, voilà. Concrètement, en tant que praticienne Feng Shui, comment procédez-vous? Je viens chez le client, je discute avec lui longuement. S'il y a ce fameux travail de désencombrement, je le laisse faire et quand il a terminé, il me rappelle. S'il n'y a pas de travail de désencombrement à faire, je commence à prendre des photos de l'appartement et de la maison, intérieur et extérieur. Je prends des directions de la porte d'entrée avec la boussole. Je prends un certain nombre de directions. Tout ça, c'est la partie technique, si vous voulez. Ensuite, le feng shui, c'est très personnalisé, parce que moi, je travaille avec le feng shui originel asiatique. Donc, je prends toutes les dates de naissance des personnes qui vivent dans le lieu. Et après, je rédige un rapport selon la taille de l'habitat, 20-25 pages. Je reviens et j'explique avec le client et fait tout le tour de l'habitat et je montre les zones, tout ce qu'il doit savoir pour pouvoir mettre en place les fondations du feng shui. Souvent même on le fait ensemble. Je peux avec lui modifier un canapé de place, une armoire, un lit dans une chambre d'enfant. J'explique techniquement toute la consultation. Donc ça se passe en 2 rendez-vous. Et après, je reste en lien avec la personne parce que ce second rendez-vous, qui est en général assez long, il y a aussi un enregistrement d'informations assez important. Et si la personne a besoin d'avoir des compléments, là, elle me rappelle et je fais une assistance téléphonique à distance. Est-ce que vous prenez en considération toutes les pièces de l'habitat? Toutes les pièces, oui.
Quel type de changements personnels, professionnels interviennent dans la vie des personnes? Oh bah, surtout beaucoup plus de légèreté, une envie vraiment de rester chez elle, heu, du plaisir à être chez elle Et pour une professionnelle? et que ses propres clients qui viennent dans sa maison, dans son espace professionnel, voient le changement et lui disent: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Pour une personne, est-ce que les résultats dépendront de son engagement, de sa motivation, de son intention, de sa capacité à se détacher des choses? Oui, le résultat dépend de l'engagement, moi je dis, effectivement. Oui, de la capacité aussi à se détacher des choses quand on est dans une situation de d'habitat, très chargé. Est-ce que cela peut être un projet familial? Ah, mais c'est un travail collectif de famille. Moi, je me rappelle très, très bien il y a quelques années d'un couple qui m'appelle. Elle était thérapeute, donc elle était bien, ouvert à cela et son mari pas du tout, il était pas contre, hein, mais il regardait ça avec beaucoup de distance. Puis en fin de compte, c'est lui qui s'est plus pris au jeu après. Voilà. Parce qu'il a compris, à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est passé et en fin de compte, même les enfants disaient que leurs amis, quand ils venaient à la maison, leurs amis, leurs petits copains, quand ils venaient à la maison, ils disaient qu'ils s'y sentaient bien. Oui, c'est, un travail de collectif familial. Et je me souviens très bien que dans cette famille, la petite fille n'avait pas voulu à un moment donné que l'on place son lit d'une manière particulière. Elle avait résisté pour que sa mère ne lui déplace pas son lit. Quand j'étais arrivée dans la chambre, donc j'avais discuté avec la mère et j'avais dit, voyez, donc le lit là par exemple, il faut jamais le mettre de ce côté. Elle m'a regardée, mais elle m'a dit, mais est-ce que vous savez que ma fille me l'a dit ça? Il y a des belles transformations qui se font au niveau familial. Vous bousculez. Oui, je bouscule les choses et je dis des choses qui parfois ne peuvent pas plaire aussi, sur des esprits cartésiens. Voilà. Est-ce qu'il y a des clients qui ne sont pas d'accord avec vos propositions? Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Tout est dans l'explication et puis aussi, on fait des propositions aux gens. On leur dit: «Voilà, asseyez-vous à tel endroit, que ressentez-vous? Maintenant, changez, asseyez-vous à tel endroit, que ressentez-vous?» Quand on explique bien, aux personnes, le pourquoi de ces transformations, parfois il y en a qui, bloquent avec la tête, je dirais, mais le corps, il ressent. Donc à un moment donné, bah, la tête, elle est obligée de lâcher un petit peu prise, hein. Est-ce que la beauté peut sauver? Ah oui, moi je pense que la beauté peut sauver, oui, dans de nombreux cas, effectivement. Dans la pratique du feng shui, comment expliquez-vous que dans un lieu, l'espace, la lumière et l'ordre sont des choses dont l'homme a besoin pour vivre en harmonie? Que ce soit en feng shui ou que ce soit en déco, pure, hein, on fait aussi très attention dans le choix d'un nouvel habitat, de l'exposition, de la lumière. C'est préférable quand même de vivre dans un habitat lumineux, plutôt spacieux pour, qu'il y ait une bonne circulation énergétique et puis pour que l'on se sente bien, que ça respire, enfin, oui, oui, la lumière est importante, l'espace également et l'exposition. Tant avoir les principales ouvertures à l'ouest et au sud-ouest, au sud, etc., de manière à ce que l'énergie et la lumière rentrent. Est-ce que dans la décoration d'intérieur, le style a sa place? Oui, le style a sa place. On fait beaucoup de mélange de styles, hein. Il ne faut pas que le style soit un dictat, je pense. Il faut créer son propre style, je dirais, pour que cette maison soit le reflet de qui nous sommes, simplement, que l'on s'y sente bien. Avez-vous la sensation d'embellir la vie de ceux qui vous sollicitent? Ah ben, je pense quand même, oui, parce qu'au travers des retours que j'ai, que ce soit en feng shui ou que ce soit en déco pure, hein, oui, oui, et heureusement. C'est une réelle satisfaction de voir leurs yeux quand on a fait des commandes, par exemple, de mobilier ou de tissus, quand les rideaux arrivent, les canapés arrivent. Oui, c'est une réelle satisfaction parce que tant que l'objet n'a pas été réalisé et n'est pas placé dans la maison, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Une belle peinture, un très joli papier peint, parce qu'il y a un retour en force du papier peint depuis ces dernières années, un très beau carrelage ciment au sol ou dans une très belle salle de bain. Parfois, il suffit de peu de choses pour transformer une pièce. Il n'y a pas besoin de dépenser des budgets colossaux, hein. Il suffit d'avoir un bon œil et un peu de goût et simplement.
Est-ce qu'on peut faire appel à vous avant de choisir un lieu d'habitation ou un lieu professionnel? Ah oui, je le conseille même fortement, fortement. Et j'ai beaucoup de clients qui le font. Si on achète un lieu qui n'est pas en phase avec les habitants, les futurs habitants, il va falloir rectifier un certain nombre de choses. Donc, je ne conseille pas. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Est-ce que tout lieu est optimisable en termes d'énergie, de vibration? On peut toujours optimiser. Après, il y a des lieux qui sont tellement négatifs ou pollués que c'est pas la peine d'insister. Mais un lieu qui est chargé, par exemple, qui est un bon lieu mais qui est chargé, on va le nettoyer. Parce que je fais aussi du nettoyage de lieux. Après, il y a des lieux qui sont extrêmement chargés, qu'il est beaucoup plus difficile, avec une configuration architecturale ou un sol compliqué, où il est plus difficile de le rendre habitable. En 1992, vous vous êtes éveillé à la spiritualité. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? 92, ça a été une année importante pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de choses. Et ma mère notamment. J'ai fait la rencontre du bouddhisme et très rapidement d'ailleurs, ça a été assez fulgurant. Je pense que même si j'étais quelqu'un qui avait beaucoup travaillé et qui n'était pas du tout intéressé par la spiritualité, il se passait quand même des choses à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à expliquer. Donc je pense que j'étais prête pour cela, mais je ne le savais pas du tout. Je n'avais pas la conscience de mettre des mots dessus. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que votre spiritualité a développé votre sensibilité dans la pratique du feng shui? Je ne pense pas que j'aurais pu faire cette trajectoire si j'étais restée avec mon esprit cartésien de responsable des ressources humaines de la première partie de ma vie. Peut-être que je n'étais pas ouverte à l'époque, je ne sais pas. Je sais pas, c'est un cheminement qui s'est bien enclenché en fin de compte, qui s'est enclenché en 92 suite à des accidents, un accident professionnel puisque j'ai perdu mon job, etc. Donc, je pense que tout ça vient à point nommé quand c'est le moment et que l'on est prêt aussi à en faire quelque chose et à accepter la transformation qui arrive, à l'accueillir et à la vivre pleinement et à se laisser porter par elle aussi. Votre devise, croire en ses rêves et les réaliser. Aujourd'hui, avez-vous réalisé tous vos rêves? J'ai encore des rêves à réaliser, hein. Donc je sais que ça se fera. Quels sont vos projets pour les mois, les années à venir? C'est de continuer à voyager. Il y a encore un certain nombre de lieux où j'ai envie d'aller. Et puis là, je travaille sur une formation feng shui, mais assez différente de ce que l'on peut trouver, puisque je vais intégrer pas mal de domaines énergétiques, l'aspect nettoyage du lieu, l'aspect énergétique du lieu, tout cela avec la philosophie et les techniques du feng shui, de manière à ce que la personne puisse être autonome en fin de compte dans sa maison une fois que je sois partie. C'est ça mon objectif, moi, c'est de donner des outils pour que les clients puissent eux-mêmes ressentir ce qu'ils doivent transformer dans leur maison. Voilà. Si des personnes sont intéressées par votre travail, comment peuvent-elles vous contacter? Par mail et par téléphone également, je suis accessible très facilement. Nous arrivons au terme de notre entretien. Je vous remercie de ce moment d'échange fort sympathique. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves et de continuer à bien profiter de la vie. Au revoir Martine. Au revoir Sophie, merci de votre invitation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un entretien inspirant avec un invité tout aussi inspiré. C'était Sophie Salio-Marie sur les chemins d'ici ou d'ailleurs, Réinfo France 1.